et les meilleurs conseils pour ceux qui commencent à l'heure. Bonsoir à tous. Donc, juste avant de commencer ce conseil, j'ai donc des pouvoirs. Donc, on me dit que M. Verdon aura un petit peu de retard. On me signale que M. Vergniaud est absent et donne pouvoir à Mme Retz. Et on me dit que Mme Bruni est absente et donne pouvoir à Mme Léger. Je vais donc procéder à l'appel. M. Bertin. M. Guéret. Présent. M. Boissineau. Présent. M. Bouillot. Présent. M. Bréau. Présent. Mme Champlain. Présent. Bonsoir. Mme Dabin. Présent. Mme Rouen. M. Foulonneau. M. Fourage. M. Gerbeau. Pardon. Bonsoir. Mme Bruni, donc elle a donné pouvoir, elle est absente. Mademoiselle Guignard, je vous ai vu. M. Guillonnet. Présent. Bien. Bon, là. Madame Louvrière. Ah, elle arrive, quand elle va arriver. Bien. Madame Deschamps. Présent. Monsieur Lemoine. Présent. Monsieur Macor, je crois que je l'ai vu dans la salle. Bonsoir. Madame Munto. Là. Monsieur Mettet. Bonsoir. Monsieur Minier. Présent. Monsieur Péterin. Présent. Mademoiselle Quignou. Présent. Bonsoir. Madame Roux. Présent. Madame Roussillon. Madame Saint-Cyr. Présent. Et Madame Ségui. Non, pas encore. Absente. Madame Trudeau. D'accord. Monsieur Verdon, il va arriver. Monsieur Vergniaud, il n'est pas là, il a donné le pouvoir à Mme Huette. Et Madame Vérin-Grillo, je l'ai vu. Bonsoir. Et voilà. J'oubliais personne. Alors, je vous propose donc de nommer un secrétaire de séance. Dans l'ordre du tableau, c'est donc M. Verdon qui vient d'arriver. Est-ce que M. Verdon, vous acceptez de prendre le secrétariat de séance? Oui. Il opine de la tête, merci. Et donc, je propose la délibération suivante qui concerne l'approbation du Conseil des PV des séances du 17 novembre et du 17 décembre. Est-ce que vous avez des questions sur ces deux procès-verbaux? Pas de questions. Donc, je propose d'approuver les procès-verbaux de ces deux conseils municipaux. Merci. Et pour commencer, juste un petit tour en arrière, je propose de laisser la parole à M. Péterin qui souhaitait éclaircir M. Macor qui avait posé une question sur la voirie. Je crois que c'est au sujet de la tranchée des baïonnettes. Donc Jean-Pierre, si tu veux prendre la parole, c'est à toi. Ça n'était pas une question de M. Macor, mais un constat, une affirmation qui consistait à parler de retard sur le chantier de la rue Tranchée des Baïonnettes. Alors, je vais faire quelques précisions. Dans le planning de travail qui est à disposition, il a été indiqué que ce chantier se déroulerait sur 25 semaines, la première semaine étant celle de la dernière semaine d'août, la dernière sera la 3e semaine de mars. Premier point. Ce chantier a été organisé en 4 séquences, je dirais. La première séquence est celle qui s'est déroulée de la rue Rabelais à la rue des Essors, et on inclut là-dedans la rue des Essors. L'engagement était de terminer l'assainissement, le pluvial et la voirie et les trottoirs de ce premier tronçon de la rue Baïonnette à fin décembre. Le deuxième engagement était de traiter la rue des Essors en ce qui concerne l'enfouissement, le traitement des eaux pluviales, l'enfouissement des réseaux, et de rendre à la circulation cette rue à fin décembre. Alors, la
le rendu à la circulation de la rue des Essors correspondait à un revêtement provisoire. Le rendu à la circulation de la rue de Tranchée des Baïonnettes correspondait à un revêtement définitif des enrobés. J'indique que le 8 décembre, rue Tranchée des Baïonnettes, nous avons commencé à faire les enrobés sur les trottoirs, le 8 décembre. Nous avons poursuivi le 18 décembre en effectuant les enrobés du carrefour de la rue Rabelais jusqu'au tronçon de la rue des Essors. Nous étions donc le 18 décembre. Ce travail incluait une séquence sur la rue de la Collinerie, 18 décembre. Concernant la rue des Essors, sur lequel il y a eu un très très gros travail à fournir parce que c'était très compliqué, le 21 décembre, cette rue était recouverte de son enduit provisoire et donc rendue à la circulation. Par conséquent, parler de retard dans ce chantier, je considère que c'est un mensonge qui jette le discrédit le plus total sur l'ensemble des entreprises qui travaillent dans le secteur, ainsi que sur les agents qui ont suivi et qui suivent ce chantier de façon très, je dirais, irréprochable. Voilà le commentaire que je voulais apporter. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Pétorin. Est-ce que je peux ajouter quelque chose sur les sentiments? Bien sûr. Donc, je pense que mes paroles ont été très mal interprétées, vous n'avez pas dû relire le DVD, je pense. Ce que je disais, c'est pour. Je m'en fiche du retard, c'était pas la question. Pas du tout la question. C'est un peu dommage parce qu'on ne se comprend pas finalement. Surtout que là, vous m'avez attaqué, ce qui n'est pas très joli. Ce que je disais simplement, c'est que naturellement, quand on prévoit en début d'année des sommes au budget, elles ne sont pas toutes dépensées, parce que parfois il y a effectivement des retards, parce qu'on prévoit de faire les travaux sur l'année, et finalement les travaux ne sont pas finis, et sont faits sur l'année suivante. Donc ce qui explique qu'on pouvait disposer d'une somme, effectivement, que j'avais proposé de mettre sur la solidarité. C'était le sens de mes propos, qui ont été déformés, mais bon, c'est pas grave, la prochaine fois j'essaierai d'être plus pédagogique. Merci, monsieur Macor. Je propose donc de passer à la délibération suivante. Non, mais... Oui, sur les PV, le PV du 17 novembre, la page 4, il était dit, vous aviez dit, on va vérifier cette situation, c'était suite aux mails qu'on avait reçus ou pas reçus, ou difficultés de réception du dossier du conseil municipal, qui se sont d'ailleurs réitérés ce coup-ci. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir trouver une solution véritable pour pouvoir faire quelque chose de correct, en tout cas qu'on soit aussi quelque part en mesure de pouvoir correctement travailler. Mais vous aviez dit, puisque c'était quand même assez paradoxal, c'était la boîte d'un ancien fonctionnaire de la ville qui était parti depuis 1 an. Et c'est sur cette boîte de ce fonctionnaire de la ville que nous avions, in fine, reçu le dossier du conseil municipal. Et vous aviez dit que vous alliez vérifier cette situation. A priori, vous n'avez pas dû vérifier, puisque pour l'instant, on n'a eu aucun élément sur cette question. Ça, c'était sur le PV du 17 novembre. Sur le PV du 17 décembre, suite à la délibération numéro 2 sur la question de la concession portant sur l'implantation et la maintenance et l'exploitation du dispositif d'affichage de la ville, à partir de mon interrogation et de mon interpellation sur le montant de la perte d'exploitation, vous aviez dit on vous donnera les éléments. Sans doute que c'est peut-être comme les retards de la tranchée des baïonnettes, il y a des justifications, mais en tout cas, pour l'instant, on n'a toujours pas les éléments. Je me réfère à la page 11 du procès-verbal du 17 décembre. Pour ce qui est de la page 79 du procès-verbal du 17 décembre, là encore, c'était au sujet des conventions de Razel et ainsi de suite. Nous devions avoir des conventions dans le dossier du Conseil, nous ne les avions pas. Vous l'aviez admis, et vous aviez eu cette phrase, je cite,
On vous les fera suivre d'ici la fin de la semaine. Je ne sais pas comment vous calculez les semaines, mais pour l'instant, on ne l'a toujours pas. Donc, conclusion, beaucoup de paroles, mais peu d'actions, en tout cas peu de suivi dans ce que vous nous dites au conseil municipal. Merci M. Fourage. Pour ce qui est des éléments du conseil, je regrette effectivement, ça fait effectivement par 2 fois qu'il y a visiblement un problème d'acheminement du conseil municipal. Je crois que vous en avez fait part au directeur de cabinet qui vous l'a acheminé rapidement. J'en ai fait part au directeur des services. Donc, ce que je vous propose à la fin du conseil, je ne sais pas le logique du conseil, je vous propose effectivement avec le directeur des services de vous voir à la fin du conseil. Visiblement, il y a un problème avec la boîte personnelle et la boîte de la ville. Donc je vous propose qu'on règle ce problème-là, parce qu'effectivement, il n'a que trop duré, je vous le concède bien volontiers. Donc je vous propose de vous rapprocher du directeur des services à la fin du conseil, si vous en êtes d'accord. Je rappelle, monsieur le maire, qu'on avait fait au début du mandat, on avait donné nos adresses mail, Oui. et que donc, en pas de conséquences. Il y a un tropisme particulier, c'est que ce ne sont que les adresses mail du groupe Vivre Fontenay qui a quelques petits problèmes, à l'exception de M. Bertin. Voilà, à l'exception de M. Bertin. Mais peut-être que. Voilà. Enfin, je ne sais pas. Parce que vous êtes mauvaise langue, M. Fourage, parce que M. Bertin aussi. Je ne suis pas mauvaise langue, j'ai précisé à l'exception de M. Bertin. Voilà, Madame Vérène, je crois, les reçoit. Il y en avait fait part d'ailleurs au tout premier conseil municipal, ça avait été réparé. Je veux que m'en excuser et je vous dis que de vous rapprocher du directeur des services à la fin du conseil. Oui, mais enfin, au-delà de ça, pour les autres questions. Et bien pour les autres questions, on vous donnera les éléments pour le conseil prochain. Monsieur Fourage. Oui, ça veut dire que vous savez, quand vous nous dites par exemple que les conventions, on va les avoir, on arrive à les avoir. On est donc relativement coulant par rapport à ces questions-là. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire foi dans votre parole par rapport à cette question. C'est ça le problème. Et après, vous allez nous dire qu'on fait des arguties juridiques, ce qui est quand même relativement dommage. Vous entendez, M. Fourage? Oui, visiblement, pas écouté. Madame Légimont, sur les décisions prises par le maire. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, nous avons 69 dossiers qui ont été transmis entre le 10 décembre 2020 et le 22 janvier 2021. Et à ce jour, aucun dossier n'a fait l'objet de préemption pour la ville. En second, un dossier relatif au droit de préemption de fonds de commerce, artisanaux et beaux commerciaux a été déposé et n'a pas fait l'objet d'une préemption. Il s'agit du fonds de commerce de la boucherie en haut de la rue Clémenceau. Georges Clémenceau. Ensuite, nous avons les arrêtés et les décisions. Donc vous avez des conventions, des avenants, des tarifs municipaux pour l'année 2021 et un bail pour l'immeuble au Jardin des Jacobins au profit de l'inspection de l'éducation nationale. Ensuite, pour les marchés, vous avez des travaux, phase 2 du CPM, des travaux de voirie et 2 avenants concernant des aménagements pour 2 commerces. Et pour les services, vous avez donc des entretiens et des maintenances, de l'eau concernant les assurances et de l'eau concernant des achats de véhicules. Merci, Madame Légimont. Avez-vous des questions sur ces décisions? Oui, Madame Vérène. Alors moi, c'est surtout des petites précisions. C'est sur la maintenance et la réparation des aires de jeu. On nous annonce un montant forfaitaire pour 4 mois de 1 930 € et après on nous parle d'une option, d'un montant option au lot de 250 € hors taxe. Je pense aussi qu'il sera à verser tous les 4 mois. Je voulais savoir à quoi correspondait exactement ce montant option au lot par rapport à le contrat de maintenance. On parlait de 3 passages par an, la création d'un compte, l'entretien des aires de jeu. Mais après, on nous rajoute une option à 250 € hors taxe tous les 4 mois. Je voulais savoir ce que c'était exactement. On nous précise, mais pour moi, ça Alors clairement, moi j'ai pas les éléments.
On va vous donner les éléments tout à l'heure. C'est M. Louvel qui va avoir les éléments. J'ai pas les éléments sous les yeux. On va vous les donner avant la fin du conseil. Une autre question, madame? Alors ça c'était sur le premier, après c'était sur la refonte et la mise en place du magazine de la ville. Lors du mandat précédent, le MAG a été conçu, enfin semblait être conçu et rédigé essentiellement par le service communication de la ville. Il y a une volonté nouvelle de confier cette maîtrise d'ouvrage à une société Quantin. Moi je voulais savoir pourquoi un tel changement. Est-ce que c'est un souci d'économie ou d'efficacité? Ensuite, quelles seront les missions du service communication de la ville? Comment sera-t-il réorganisé? Alors, deux éléments. Un élément nouveau d'abord, c'était le départ. Ce qui a suscité ça, c'est d'abord le départ de Christine Laurent, la responsable du service communication, qui n'était pas forcément d'ailleurs prévu, qui a souhaité effectivement quitter la collectivité pour des raisons personnelles. Donc du coup, voilà, on a dû effectivement changer notre fusil d'épaule. Un recrutement a été fait, mais pas poste pour poste, et en même temps, on a eu un deuxième poste d'un agent de la collectivité au service communication qui s'est mis en disponibilité pour faire une formation d'aide-soignante. Donc en fait, sur les deux postes, il y a une mise en disponibilité, mais on a remplacé une personne sur les deux. Voilà, donc on a remplacé quelqu'un qui est arrivé d'ailleurs lundi, M. Tong, qui est arrivé, qui va s'occuper effectivement de la maquette, l'intérieur du magazine municipal, la partie rédactionnelle. En revanche, la partie création, effectivement, est externalisée. Donc un marché a été lancé à cet effet, et donc c'est effectivement la société Cogdambule de Poitiers qui a eu le marché, avec l'idée effectivement de changer le magazine, faire un magazine un peu plus aussi avec des témoignages, un magazine différent. Donc on a profité effectivement en début de mandat de changer un peu la maquette et de revoir un peu le principe du mag que les gens connaissaient, qui avait déjà changé au début du mandat précédent d'ailleurs. Voilà, donc il s'appelle désormais Fontenay-ma-Ville. Mais voilà les quelques éléments que je peux vous donner. Ok. Et alors moi je voulais savoir, dans l'ancien MAG, on avait, il relayait des publicités pour les commerçants de la ville. Aujourd'hui, j'en ai pas une seule. Alors effectivement, il y a des articles, mais il n'y a qu'une seule publicité sur les deuxième et quatrième de couverture. Alors la question, c'est d'autant plus qu'en décembre, on avait eu une mail qui nous avait été adressée pour relayer l'action d'un concessionnaire local qui ferait des chèques cadeaux après achat. Donc ça, c'était un mail qui avait été relayé par la ville. Donc moi, je voulais savoir, connaître la position de la ville dans l'utilisation de ses propres supports et de sa communication vis-à-vis des commerçants locaux. Alors, sur le chèque cadeau d'un des concessionnaires, c'est une initiative propre qui a pu être effectivement relayée par le service commerce-animation, mais pas par le service communication. Je ne crois pas. Je pense que c'est le service commerce-animation, c'était une initiative personnelle du concessionnaire qui voulait effectivement faire bénéficier de bons cadeaux. Donc ça avait été relayé comme ça. Je pense que Mathias peut-être peut témoigner, mais je pense que c'est pas. C'est une initiative effectivement du concessionnaire. Et donc on n'a fait que être le relais de ce dispositif individuel. Alors en fait, personnellement, je trouve que c'était assez maladroit de relayer, que la municipalité puisse relayer un concessionnaire particulier, même si tu fais une action mémoire. Je trouvais que c'était un petit peu. Ça s'est déjà fait, je dis pour c'est bien, ça n'a pas vocation à se reproduire particulièrement. On était dans une période particulière où le concessionnaire voulait aider aussi les commerçants locaux. On s'en est fait le relais. Je ne suis pas persuadé effectivement que ce soit très pertinent, donc ça n'a pas vocation à se reproduire. Ça c'était pour répondre à la deuxième question. La première, je ne me souviens plus. L'absence des encadrements. Ah oui, alors là c'est un choix, effectivement, c'est un choix. Sous le précédent mandat, ce n'était pas le cas au tout début, ça a été mis en place à mi-mandat, de faire une régie publicitaire avec la société Tessier, je crois, qui éditait à la fois, qui avait une régie publicitaire. Je pense que ça rapportait plus aux publicitaires qu'à la ville d'ailleurs. Voilà. Ça venait aussi en concurrence avec des magazines qui existent sur le territoire. Donc c'est vrai que souvent les commerçants ils ont aussi un budget et ce qu'ils donnent à un endroit ils ne le donnent pas à l'autre. Donc on avait eu aussi quelques commerçants, quelques boîtes de communication qui nous avaient dit ça vient aussi nous concurrencer, nous ça ne nous arrange pas vraiment. Parce que c'est vrai que souvent les commerçants aiment bien d'ailleurs faire de la publicité dans le magazine municipal parce que c'est en général une communication plutôt positive. Voilà.
voilà, personnellement, je trouve que diluer la communication municipale avec les actions municipales, avec la publicité, je ne suis pas sûr que ça crédibilise fortement l'action des élus et du travail de la ville. Donc c'est, voilà, je crois que, je ne veux pas dire de bêtises, je n'ai pas le montre en tête. La convention d'ailleurs était caduque. On est allé au bout de la convention. Il reste juste dans le cadre de la convention, puisqu'ils éditaient la régie éditait le magazine municipal, non, excusez-moi, et le guide de la ville. Donc on a mis fin à la convention pour ce qui est du magazine municipal. En revanche, je crois qu'ils éditeront le prochain, dans le cadre de la convention, le prochain guide. Ils l'éditeront puisque ça fait partie de la convention qu'ils avaient encore. Donc dans leur convention, ils auront le droit de pouvoir continuer à faire le dernier guide de la ville. Et après, se posera la question de savoir si on en refait un, si on fait un autre guide, si on fait différemment, etc. Voilà les éléments que je peux vous donner sur ça. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Juste peut-être pour revenir sur les chèques cadeaux, c'était une initiative privée de la part du concessionnaire Citroën. Voilà, donc c'était juste un relais qui ont été faits par nos services. Oui, une question, c'est par rapport à la mise à disposition d'une salle au groupe scolaire Bourg-en-Massé pour l'association des Mille et une pattes. Et sur la convention, il est marqué qu'il y a un loyer, il doit verser un loyer. Est-ce que vous pouvez me préciser les raisons de cette démarche? Merci. Monsieur le ministre. Oui, donc on met à disposition, comme vous avez dit, un local derrière Bourg-en-Massé. En fait, on a eu location parce que ce sont des gens de l'extérieur qui profitent de la bâtiment-vie, tout simplement. Alors justement, est-ce que ces arguments tiennent que pour cette association et pour les autres associations? Je suis très surprise qu'on puisse regarder comme ça s'ils sont fontenaisiennes ou pas fontenaisiens. Enfin, non, pourquoi cette association? Oui, c'est pas une association c'est une association à but lucratif. Si. Ben non, c'est une association, alors c'est des associations maternelles de Sud-Vendée, de Fontenay et du territoire qui se rencontrent pour créer des activités pour leurs enfants. La majorité de leur travail, de 90% de leur temps, sont à domicile. Elles nous ont demandé un local, on était obligé de leur mettre à disposition, on leur a mis à disposition, on leur a proposé les conditions qu'elles ont acceptées. Voilà. Voilà, je partage pas du tout. C'est pas ça. Je pense que M. Millet, vous faites une erreur sur le fait de renvoyer comme ça en disant ce sont des personnes hors Fontenay, ou alors vous nous dites sciemment une contre-vérité, ou vous ignorez la réalité des choses. Je ne sais pas quoi penser par rapport à ça. Il y a beaucoup d'assistantes maternelles ou mille et une pattes qui sont fontenaisiennes, et je pense que vous ne pouvez pas l'ignorer. Ben oui, mais vous savez, dans beaucoup d'associations fontenaisiennes, il y a aussi la majorité d'un certain nombre de personnes qui ne sont pas de Fontenay. Et j'aurais pas l'outre-prudence de vous rappeler un certain nombre d'associations fontenaisiennes qui ont mis en place des festivals qui, auparavant, n'avaient pas de fontenaisiens. Donc vous savez, je pense que cet argument-là, il n'est pas à géométrie variable, mais il vous avantage. En tout cas, il est dans une vision assez maladroite, c'est le moins qu'on puisse dire, voire une vision de refus de prendre en compte cette situation. Donc ne dites pas qu'il y a des non-fontenaisiens ou que des non-fontenaisiens, c'est pas vrai. En revanche, ce que vous pourriez dire, c'est que effectivement, sous des mandats précédents, il avait été accordé la gratuité de cette. Et puis considérez aussi qu'il y avait une autre dimension, c'est-à-dire la socialisation des enfants, et peut-être que c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas, et que par votre conséquence, vous essayez de mettre à mal. Et ça, on pourrait le voir. Et quant au local, vous savez, pour en avoir discuté avec certaines, le local, la propreté du local ou l'état d'entretien de ce local est dans des conditions sanitaires relativement, on pourrait dire presque déplorables. Et elles l'ont accepté sous la contrainte parce qu'elles n'avaient pas d'autres et vous les avez poussées dehors. Donc ne dites pas un certain nombre de choses comme ça, c'est vraiment pas très bien de votre part. Je voudrais terminer en vous demandant d'avoir tous les éléments de l'appel d'offres par rapport
au journal de la ville, et que vous nous les communiquiez comme il est de droit qu'on puisse les avoir, parce que je souhaite avoir ces éléments, et que vous ne nous le disiez pas, on vous les fournira encore, mais s'il faut que je vous écrive officiellement, on va être obligé de le faire, mais ça va encore des relations que je ne souhaite pas. Et puis, dernier élément, dans les pouvoirs publics, il y a la révision des tarifs municipaux. Donc je voulais savoir s'il y avait un taux directeur. Ben oui, mais je disais que dans les délégations du conseil municipal au maire, il y avait la fixation des tarifs municipaux. Et donc je voulais savoir s'il y avait un taux directeur qui avait été effectué, donné, ou quelles étaient les augmentations les plus significatives. Alors, pour ce qui est du taux directeur, on dit 1,5. D'accord. Madame Léjon, vous voulez dire un mot sur les pages, je crois. Oui, si vous m'en permettez. Alors, puisque vous parlez des 1001 pactes et du contexte dans lequel elles sont reçues, je me permets de vous lire un courrier qui a été envoyé à Madame Béliveau, qui s'occupe de la maison des associations, le mercredi 16 décembre. Et il est signé de Madame Ouvrard, qui est la présidente. Bonjour, je tiens à vous informer que nous avons été contactés par l'opposition pour savoir si nous voulions qu'ils interviennent en vue du local que vous nous louez. L'un d'eux est le mari d'une collègue et trouve déplorable le local que nous avons. Sachez que tout propos qui vient à vous n'est pas en accord avec la présidente et la vice-présidente de cette association. J'ai été surprise de recevoir un appel de leur part 2 jours après notre emménagement. Nous sommes contents d'avoir un local, certes plus petit et moins bien entretenu que celui que nous avions, mais nous avons un endroit pour nous retrouver et faire perdurer notre association. Nous allons mettre les choses au point avec nos adhérents afin de mettre au clair ce point et que chacune se satisfasse de ce que l'on a. Cordialement, Madame Ouvrard, présidente des 1001 pactes. Merci Madame Léjon. Et donc je propose... C'est plutôt l'inverse, c'est un certain nombre de personnes qui nous ont contactés. Alors, on va pouvoir en discuter longtemps. J'ai encore rencontré des personnes il n'y a pas si longtemps que ça sur le parking d'un commerce il n'y a pas si longtemps que ça, et spontanément ils sont venus m'évoquer cette situation. Donc vous savez, après que l'opposition, suite à une interpellation d'une association, puisse se poser un certain nombre de questions, ça me paraît tout à fait logique et ainsi de suite. On remarque, en revanche, en lisant et en écoutant très attentivement ce que vous venez de dire, Madame Légeron, on voit qu'elles se satisfont de ce qui de peu, finalement, et que les conditions qu'elles ont sont détériorées par rapport à ce qu'elles avaient auparavant. On va clôturer sur ce sujet-là. Aujourd'hui, la ville n'a aucune obligation d'héberger cette association. Aucune. Donc, vous l'aviez en votre temps accepté, c'était votre choix, vous avez le droit. Je vous rappelle que nous avons des structures municipales à faire vivre, entre autres la Maison de l'Enfance, sur laquelle nous avons le projet de faire une extension des horaires pour les familles, de rendre l'accessibilité d'ailleurs qui va se faire dès cette année, et l'année prochaine nous allons travailler sur des horaires adaptés pour les parents qui travaillent. Donc on a aussi des structures à faire vivre. Ces assistantes maternelles, que je sache, sont rémunérées par les familles pour percevoir évidemment des émoluments, et c'est bien normal pour leur travail. Il n'est pas choquant. Je vous rappelle que sous l'ancienne municipalité, la décision a été prise effectivement de ne plus les loger à la ville. J'ai souhaité qu'on puisse continuer à les héberger dans les locaux qui étaient à notre disposition. On n'en a pas non plus tant que ça, parce qu'on nous demande beaucoup de locaux. C'est une association, pour le coup, qui, sur la vingtaine d'assistantes maternelles, la moitié, et je suis gentil quand je dis la moitié, ne sont pas de Fontenay. Il n'est pas non plus illogique. D'ailleurs, on leur avait demandé de regarder aux alentours dans d'autres communes ce qui était possible, ce qu'elles ont fait, qu'elles n'ont pas trouvé.
je le regrette. Il n'est pas normal que la ville ne supporte pas tout non plus. Donc voilà, donc pour ces raisons-là, nous avons décidé de continuer à les héberger dans des locaux, certes, qui ne sont peut-être pas formidables, mais visiblement pour lesquels ils les satisfont, puisqu'elles l'ont visité, elles sont venues voir. Alors, elles avaient peut-être, vous l'avez raison, peut-être pas trop le choix, mais en tout cas, elles ont accepté de le prendre, et il n'est pas illogique qu'elles participent à la charge des fluides, puisque le loyer est plutôt très modique. Contrairement, j'ai participé, j'ai inauguré il n'y a pas si longtemps à Saint-Michel-de-Cloux une MAM. Je préfère pas vous dire le loyer de la MAM, je préfère même pas vous le dire, ce serait évidemment choquant. Donc, évidemment, ce n'est pas une MAM, on est d'accord. Je vous rappelle qu'une assistante maternelle a vocation à recevoir chez elle les enfants pour lesquels elles ont des agréments. Donc la ville n'a aucune obligation de les recevoir et de les héberger. Nous le faisons, nous leur demandons juste une participation, ça me semble bien peu, voilà, et nous ne les forçons pas. Voilà. Pour le coup, la décision a été prise, nous les hébergeons, vous savez qu'elles sont un peu massées, qui va subir de nouveaux travaux, donc probablement elles devront à nouveau, et elles le savent, à nouveau bouger. Nous ferons, comme je m'y suis engagé, nous essaierons de trouver un nouveau local pour les recevoir dans la mesure des possibilités, mais évidemment, nous leur demandons une participation au fluide, comme c'est le cas aujourd'hui. Je conçois que ça ne vous plaise pas, en tout cas c'est la décision qui est prise. Donc je vous propose de prendre acte des décisions prises par le maire. Ah pardon, excusez-moi, j'ai une question sur la suite. Dans la suite des services, oui. Au niveau des assurances, oui. Il apparaît donc une compagnie d'assurance bien connue, la SMAC, oui. Et Paris Nord Assurance Service. Alors, à ce que je sache, c'est pas une assurance, c'est un courtier d'assurance. Donc, j'aimerais savoir quelle est la compagnie qui assure la responsabilité générale. Je vais vous le donner. Eric, regarde, je vais vous le donner. Mais vous avez raison, c'est effectivement. Voilà. Okay. Et j'ai une deuxième question. Oui. Sur la ligne suivante, concernant les achats de véhicules, oui. Je suppose que ce sont des véhicules neufs. Oui. D'accord. Acheté donc chez le concessionnaire dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu appel mise en concurrence par rapport à cet achat de véhicules? Ah ben, j'imagine, oui. Normalement, évidemment. J'espère. Oui. Je ne me pose même pas la question, je ne vois pas comment il en sera autrement. Non, mais d'accord, mais ça va mieux en disant. Et puis, je vais savoir aussi, parce que je me demande, pour des véhicules vides qui n'ont pas un kilométrage très élevé par an, est-ce qu'il ne serait pas plus opportun d'acheter des véhicules d'année N+2, ce qui ferait déjà un achat un peu moins cher, pour des véhicules qui servira à peu près directement à la ville. Pardon, excusez-moi. Alors, là, pour le coup, je pense que ce n'est pas le choix qui a été fait. Alors, d'une manière générale, on a des flottes de véhicules, alors à la communauté aussi, de communes aussi. Donc, on achète de plus en plus, on a acheté des véhicules GMV, des véhicules électriques. Là, pour le coup, il s'agit d'un véhicule pour les cimetières et les espaces verts, avec une benne. Voilà, donc je pense que c'était pas possible. Et puis, un véhicule, je crois, de mémoire pour la propreté. Mais vous avez raison, pourquoi pas? Je pense que c'est un choix qui a été fait. Est-ce qu'ils ont bénéficié de primes? Je sais pas. Je sais pas. Une réponse peut-être, Eric, pour le c'est Areas. Alors, c'est Areas Dommage pour l'assurance. Ben, le titulaire, non, parce que le titulaire, c'est bien, effectivement. C'est bien, effectivement. Oui, pareil. Mais d'où la question. Non, mais c'est pas Areas Dommage. D'accord. Merci. Donc, je vous propose pardon, de prendre acte. Donc, délibération suivante, M. Guillonnet, concernant la propriété rue Bélesba. Merci, M. le maire. Patrimoine communal, cession du 12 rue Bélesba, cadastre section BH numéro 376, au profit de Mme Maëve Hoffmann. La ville a acquis l'immeuble cadastré section BH numéro 376, 6 au 12 rue Bélesba, d'une superficie cadastrale de 473 m² par acte du 6 juin 1980. Dans le cadre de la rationalisation de ces locaux associatifs, la ville n'a plus l'usage de cet immeuble. En effet, la Caisse des immobilières, qui occupait le rez-de-chaussée du dit immeuble, a intégré la maison des associations dès son ouverture. Pour avancer dans cette démarche,
Les agences immobilières de Fontenay-le-Comte et des alentours ont été associées au profit depuis plusieurs années. Madame Maëlle Hoffman, représentée par l'agence Abi, a fait une offre d'achat sur ce bien au prix de 100 000 € net vendeur. Le service du domaine a émis un avis le 20 novembre 2019. Il est proposé au conseil municipal d'approuver en ces termes la délibération suivante. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2241-1 et suivants, vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment l'article L 3211-14, vu l'avis du domaine du 20 novembre 2019, vu l'offre d'achat faite l'agence Abi représentant Madame Hoffman, vu le courrier d'acceptation par la ville, considérant que la ville a fait le choix d'optimiser et de rationaliser la gestion de son patrimoine, considérant que l'immeuble situé 12 rue Vélesbas est libre de toute occupation depuis le départ de l'Académie de Billard à la maison des associations Francis Blanc, considérant que les précédents potentiels acquéreurs se sont rétractés pour l'acquisition de l'immeuble 6-12 rue Vélesbas. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, rapporte la délibération 2019-08-03 du 26 novembre 2019, approuve la cession de l'immeuble cadastré section BH numéro 376, 6 au 12 rue Vélesbas d'une superficie de 473 m² au profit de Madame Maëlle Hoffman au prix de 100 000 € net vendeur. Autorise Monsieur le maire à signer le compromis de vente et l'acte notarié à intervenir. Les frais inhérents seront à la charge de l'acquéreur. Merci, Monsieur Lyonnais. Vous avez des questions sur cette session? Juste une remarque pour dire qu'il est plus qu'un dommage de vendre en dessous de l'estimation des domaines pour un immeuble de plus de 400 m². Alors, je sais ce que vous allez nous dire, qu'effectivement, il y a des contraintes urbanistiques, ainsi de suite, et tout ce que vous voulez, et que par voie de conséquence, par rapport à l'acquéreur d'avant, ainsi de suite. Enfin, c'est quand même une diminution de 20% par rapport à la vie des domaines, ce qui n'est pas neutre, et de surcroît, puisque vous étiez dans une dimension économique tout à l'heure, pour les municipales, à partir du moment où il y a un projet économique sur cette question-là, on pourrait penser quand même qu'il va y avoir des rentrées financières, c'est le moins qu'on puisse dire, et qu'à tout le moins, la vente à 120 000 € n'avait pas été usurpée, bien au contraire. C'est pour ça que nous nous abstenons. Pour information, ce bien a été en 1980 pour 190 000 francs, soit 28 965 €. Monsieur Lyonnais, je n'aurais pas le système de vous dire que depuis un certain nombre d'années, 1980, il y a eu une augmentation. Vous savez, dans le début des années 80, il y avait une inflation de 17%. Alors, je veux bien qu'on fasse tous les calculs, mais je suis intimement persuadé qu'on sera largement au-dessus des 100 000 € sans problème. Juste pour compléter, au-delà évidemment du projet, et on en aura d'autres dans les mois qui viennent, puisque la ville va continuer à rationaliser ses moyens, les propriétaires de, je dirais, trop de bâtiments, on l'a déjà dit. Et malheureusement, les bâtiments qu'on a, malheureusement, sont tous pas dans un bon état. Donc évidemment, la vente n'est pas forcément optimale. Ce bien est à vendre quasiment depuis le mandat précédent, puisque avant qu'on déménage de l'Académie de Billard, on avait déjà fait le choix de se séparer de ce bien, qui nous coûtait fort cher. On a eu plusieurs effectivement offres qui ne sont pas allées au bout pour plein de raisons. Ce qui est important dans ce projet, c'est qu'il y a un projet, vous l'avez dit, à la dimension économique, puisque c'est pour faire des chambres d'hôtes, que nous n'avons pas besoin de déroger au parking, parce que nous avons un PLU qui nécessite effectivement des dérogations quant au parking, ce qui n'est pas le cas sur celui-ci. Voilà, on est assez proche effectivement du bien, on aurait aimé évidemment avoir une offre un peu plus intéressante, on n'en est pas très loin, on s'en rapproche. On aura donc des rentrées, on aura des nouveaux habitants, un bien qui sera plus vacant. Voilà. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci. Donc, rapport adopté. Délibération suivante. Il s'agit, de Madame de Rouen.
concernant la communauté de communes. Intercommunalité, convention de mutualisation, reconduction express. Il s'agit des conventions relatives à la mise en place de services communs entre la communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée et la ville de Fontenay-Comte pour les services achats, finances, RH, marché public, prévention, sécurité, système et réseau informatique et bureau d'études techniques. Considérant que les conventions de mutualisation déterminant les modalités de mise en place de plusieurs services communs ainsi que les modalités de répartition financière du coût de ces services entre la communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée et la ville de Fontenay-Comte sont arrivées à leur terme le 31 décembre 2020. Considérant que ces conventions peuvent être reconduites dans le cadre d'une reconduction express, le conseil municipal, après en avoir délibéré, reconduit donc les conventions de mutualisation jointes en annexe à intervenir entre la communauté de communes et la ville de Fontenay-Comte pour une période de 3 ans, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. Modifie les dites conventions conformément au procès-verbal du 21 février 2020 et donne délégation à M. Michel Guiré, conseiller municipal, pour signer les conventions de mutualisation à intervenir avec la communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée. Merci Madame Drouin. Avez-vous des questions sur les conventions de mutualisation avec la communauté? Juste une observation juridique et sémantique. À partir du moment où vous mettez dans le libellé de la délibération qu'il s'agit des conventions de mutualisation avec des reconductions express, c'est une reconduction express, dans l'article 3, ou dans les articles 3 de toutes les conventions, c'est mis de la même manière. Durée de la convention, et il est dit elle pourrait être renouvelée par reconduction express. Je pense qu'il serait plus juste de mettre elle sera renouvelée par reconduction express plutôt qu'une possibilité. Donc je le dis parce que ça pourrait prêter à confusion à un moment donné. On en prend bonne note. Merci. Je vous propose donc de délibérer. Contre, qui s'abstient. Merci. Donc, rapport adopté. Madame Muto, concernant le secteur de sauvegarde. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, un seul dossier de demande de subvention pour les travaux en secteur sauvegardé. Cette demande répond aux critères établis par les délibérations du conseil municipal de 2016 et 2018. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la délibération suivante, considérant que la demande répond aux critères établis par les délibérations précitées, considérant que cette demande a reçu un avis favorable de la part des membres de la commission urbanisme et renouvellement urbain du 7 janvier 2021, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde des subventions pour travaux en secteur sauvegardé, donc pour un montant de 4 000 €. Avec des travaux de 39 929 € de travaux. Merci. Les questions sur ces délibérations? Qui est contre? S'abstient? Merci. Délibération adoptée. Délibération suivante, Monsieur Lemoine, pour l'occupation de domaine public, exonération suite à la Covid concernant les terrasses pour l'année 2021. Oui, merci Monsieur le maire. Comme chaque année, la ville de Fontenay autorise l'installation sur le domaine public de terrasses qui est soumise à redevance. Cette redevance, elle est payable annuellement selon une tarification qui est prise par décision du maire, en sachant qu'avec la crise sanitaire actuelle, les restaurants et les débits de boissons ne peuvent plus exercer depuis le 29 octobre 2020. Donc cette fermeture ne permet pas l'exploitation commerciale optimale. Seulement certains peuvent jouir d'une vente à emporter qui est actuellement autorisée. Alors donc, considérant que depuis le 29 octobre 2020, les établissements de type N, restaurants et débits de boissons, ne peuvent pas accueillir de public et que cette fermeture ne permet donc pas une exploitation commerciale optimale puisque seule la vente à emporter est autorisée, considérant que cette décision prive les commerçants de tout ou partie de leur chiffre d'affaires et considérant que la réouverture des bars et des restaurants n'est pas encore fixée et que l'impact économique provoqué par cette décision est de nature à fragiliser ce secteur d'activité,
Il est proposé au conseil municipal d'exonérer les commerçants de droits de terrasse pour les bars, cafés et restaurants du 1er au 31 décembre 2021 et d'autoriser Monsieur le maire à signer les documents. Merci, Monsieur Loin. Avez-vous des questions? Cette délibération. Vous pouvez passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport adopté. Toujours pour nos commerçants, loyers commerciaux perçus par la ville, annulation de titres, abandon de créances suite à la Covid. Monsieur Lemoine, toujours. La ville perçoit mensuellement des recettes correspondant aux loyers commerciaux perçus pour le bar de la République, au 22 de la République, et également pour l'espace convivial des halles couvertes. Ces loyers concernent des commerces de type N qui ne peuvent pas accueillir de public compte tenu du contexte sanitaire, comme je vous l'ai dit, depuis le 29 octobre 2020. Afin de soutenir le tissu économique, il apparaît nécessaire de renouveler l'engagement pris en juin dernier par la municipalité en faveur de ses locataires professionnels. La renonciation par la ville à tout ou partie du recouvrement d'une recette, tout autre motif qu'une erreur matérielle, doit être expressément autorisé par le conseil municipal. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver en ces termes la délibération suivante. D'approuver le règlement d'intervention relatif aux loyers commerciaux perçus par la ville de Fontenay, avec le tableau que je vous ai proposé en annexe, et de décider de ne pas procéder au recouvrement des sommes dues pour les loyers perçus par la ville pour la période du 1er novembre 2020 jusqu'à la date de décision de réouverture gouvernementale selon le tableau ci-dessous. Donc cela concerne les deux locataires qu'on a évoqués à l'instant, pour les sommes qui sont données dans le tableau. D'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier et décide donc d'annuler les titres de recettes d'un montant global de 2 586,08 €. Merci, Monsieur Lemoine. Avez-vous des questions? Non, pas de questions. Je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport adopté. Madame Drouin, concernant SACICAP, Procivis, Anjou-Vendée, part sociale, remboursement. Considérant que la ville de Fontenay détient 3 parts sociales de la société Procivis Anjou-Vendée, société anonyme coopérative d'intérêt collectif, pour l'accession à la propriété d'une valeur nominale de 39 €. Considérant que ces parts sociales ont été souscrites en 2003 lors du rapprochement du Crédit Immobilier de la Vendée et du SIPA d'Angers, pour constituer une nouvelle société de crédit immobilier dont la raison sociale était le groupe SIPA CUB et qui avait son siège social à La Roche-sur-Yon, devenu depuis Procivis Anjou-Vendée. Considérant que cette fusion, qui avait pour objectif d'élargir l'actionnariat du Crédit Immobilier de Vendée, au terme de la cession de ses activités de crédit pour se consacrer entièrement à l'activité immobilière au sein de 4 sociétés par action simplifiées. La première pour la promotion, Pierre de France, la maison individuelle Maison d'Enfance Anjou-Vendée, l'agence immobilière et le syndic par les SAS Cabinet Tout Blanc et Immo de France d'Angers. Elles intervenaient via la SODEF dont le Crédit Immobilier de Vendée détenait 10 000 actions. Donc, considérant que la souscription des activités immobilières de cette nouvelle structure était tout à fait complémentaire de l'activité de lotisseur exercée par la SODEF, suite à la disparition de la SODEF, dont les activités ont été partiellement reprises par Vendée Expansion et où la ville est actionnaire, il y a donc plus intérêt pour la ville de rester actionnaire de cette société Procivis Anjou-Vendée. Et par ailleurs, les projets immobiliers de cette société sur le territoire communal sont achevés, les parties communes du lotissement intégrées au domaine public. Donc, considérant que la ville n'a plus d'intérêt à maintenir sa participation au capital de la société, considérant que dans ce contexte et suite aux échanges entre la ville et la société Procivis Anjou-Vendée, la société a donc proposé dans un courrier du 9 décembre 2020, dans le cadre d'une réorganisation juridique, de procéder au remboursement des actions détenues par la ville. Considérant qu'il y a donc lieu de solliciter le remboursement des parts sociales, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de ne pas conserver cette participation au sein de la société anonyme, sollicite le remboursement par la société Procivis Anjou-Vendée des parts sociales d'une valeur nominale de 39 €, donc pour un total de 117 €.
et autorise monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Merci. Avez-vous des questions? De passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, rapport adopté. Monsieur Bouillot, concernant la gratuité du service public de transport urbain du réseau Fontélis, remboursement des titres de transport. Tout à fait, comme on l'avait déjà fait il y a quelques temps. Par marché notifié le 27 mars 2017, la ville de Fontenay-le-Comte a conclu avec la société Softour l'exploitation du service de transport public du réseau Fontélis pour une durée de 5 ans. Vous avez la grille tarifaire concernant les abonnements famille, semestriels, les abonnements annuels et mensuels. Le carnet des tickets toujours à 8 €, tickets à 1 € et les passes une journée, passes une semaine. Pendant la période de crise sanitaire Covid-19 du 16 mars au 24 juillet 2020, le réseau de transport urbain Fontélis a fonctionné en mode dégradé. Le nombre de places disponibles dans les bus a été volontairement limité afin de respecter les mesures de distanciation sociale. Ces mesures ont été complétées par la mise en œuvre de la gratuité afin d'éviter les échanges monétaires entre les usagers et les chauffeurs. La gratuité du réseau de transport urbain Fontélis a été instaurée par décision du maire de façon temporaire à compter du 16 mars 2020 dans le cadre de l'application des dispositions de protection des personnels et usagers liées à la crise sanitaire Covid-19 et de façon définitive à compter du 24 juillet 2020. Les diverses actions et un impact sur le déplacement usagers n'ont pas permis aux détenteurs d'un titre de transport de les utiliser pendant cette période. Afin de ne pas créer une différence de traitement entre les usagers, les titres de transport qui n'ont pas pu être utilisés en des conditions normales seront remboursés au prorata de la durée d'usage. Nous avons proposé au conseil municipal d'approuver la déclaration suivante. Vu le CGCT, vu le marché en date du 27 mars 2017 concernant l'exploitation du service de transport public urbain par l'entreprise Softour sur le territoire de Fontenay-le-Comte, vu la décision du maire numéro 2020-151 date du 2 juin 2020 relative à la gratuité du service public de transport urbain Fontélis à partir du 16 mars 2020, vu la décision du maire numéro 2020-186 en date du 13 juillet 2020 relative à la gratuité du service public de transport urbain Fontélis à partir du 24 juillet 2020, considérant la volonté de la municipalité de rembourser les titres de transport achetés par les usagers et non utilisés à partir du 16 mars 2020, considérant que le remboursement des titres de transport se fera de façon intégrale pour les tickets unitaires, au prorata du nombre de tickets non utilisés pour les permis 10 tickets, considérant que le remboursement de l'abonnement mensuel, semestriel ou annuel se fera de façon au prorata de la durée de non-utilisation, et considérant que les passes séjours et semaines n'ont pas été achetées depuis le 16 mars 2020. Donc le tableau, on l'a vu tout à l'heure, c'est le tableau de système de remboursement. Donc il est proposé au conseil municipal de rembourser, selon les dispositions prévues, au règlement de la procédure des demandes de remboursement des titres de transport Fontélis joint en annexe. En fait, c'est prolongé d'ici le 30 juin 2021 pour ceux qui ont oublié de se faire rembourser les titres de transport. Merci, M. Bouillot. Avez-vous des questions sur cette délibération concernant le Fontélis? Questions? Vous pouvez passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport adopté. Délibération suivante, Madame Drouin, concernant IDM pour l'exercice 2021. Donc, cette délibération concerne la section d'investissement. Nous avons choisi d'inscrire au chapitre 204 les subventions du secteur sauvegardé pour un montant total de 70 000 €, subventions versées aux particuliers. Et cette subvention, nous la prélevons sur le chapitre 23, construction du CPN phase B, pour 70 000 €. Donc c'est juste un reclassement d'une ligne à l'autre. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver en ces termes la délibération suivante, de voter par chapitre la DL rectificative numéro 1 du budget principal 2021, équilibré en recettes et en dépenses, arrêté aux sommes suivantes, pour un montant total de 0 € de la section investissement. Merci. Avez-vous des questions sur cette délibération? Oui, monsieur Macron. Juste une petite remarque. Bon, la délibération elle-même, il n'y a pas de problème particulier, mais elle arrive quand même un peu tôt pour ce genre de délit. Normalement, c'est plutôt en fin d'année qu'on a ce genre de choses. Parce qu'au budget, cette somme-là aurait dû être prévue dans le compte 204. Alors, moi, j'ai regardé les sommes qui avaient été budgétées par le passé dans ce compte-là. Et en général, dans le 204, on était plus proche de 150 000 €. Et cette année a été budgétée 80 000 €. Donc on rajoute 70 000 €, ce qui fait à peu près exactement 150 000 €. Donc tout ça pour dire que je pense qu'il y a eu un petit problème au moment du budget. Oui, non, mais je confirme qu'il y a eu un problème au moment du budget.
Bien d'accord, c'est tout simplement, ça a été un oubli des services, et du service finance et du service porteur. Donc c'est clairement un oubli, oui, effectivement, je vous confirme. Et des élus aussi, oui, je vous confirme aussi, il n'y a pas de problème. C'est les élus qui votent le budget. Moi, je veux bien qu'on se cache derrière son petit Non, moi je me cache déjà, il n'y a rien. visiblement, vous commencez par dire c'est une erreur des services. Non, c'est une erreur des élus et des services. Non, des services, maintenant vous rattrapez très bien. Donc, mais c'est d'abord une erreur des élus. Mais si, c'est les élus qui votent. Mais si vous voulez, si vous voulez. Mais c'est aussi pas innocent de dire ça. Ça vous embête, mais oui, je sais bien. Mais je sais bien. Mais soyez face à vos propres. Vous diriez non. Ah, faut pas limiter cette fois. Eh oui, je vais changer de mot. Surprenant comme toujours, M. François. Vous savez, voyez, regardez sur cette image. Vous êtes une agressivité. Sûrement pas, vous n'êtes pas agressif, c'est sûr. Non, mais je dis simplement que de par la loi, c'est la responsabilité. Oui, vous avez bien entendu. Mais oui, le nous étant majestueux, c'est bien sûr. Bien, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre cette délibération? S'abstient? Merci. Donc, rapport adopté. Mademoiselle Dabin, concernant l'association sportive, convention objectif et de moyens, approbation. Donc, pour contribuer à la promotion et développement des activités sportives locales, la ville de Fontenay-le-Comte met à disposition gratuite des infrastructures municipales et soutient financièrement les associations sportives du territoire par le biais des subventions. Depuis plusieurs années, la ville a entrepris une démarche de contractualisation avec les associations bénéficiant d'aides financières, aides directes, et ou matérielles, aides indirectes. Dans un souci de transparence financière et de clarification des relations entre les personnes publiques et les associations, l'article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens impose la mise en place d'une convention obligatoire au-delà d'un montant fixé à 23 000 €. Pour l'année 2021, sont concernées les associations suivantes: Fontenay-Luçon Rugby Sud Vendée, Fontenay Karaté Shotokan, Handball Club Fontenaisien, Judo Kendo Club Fontenaisien, Sport Athlétique Fontenaisien et Vendée Fontenay Foot. Il est proposé au conseil municipal d'approuver en ces termes la délibération suivante. Considérant que lorsque le montant global annuel des aides directes et indirectes attribuées aux associations est supérieur à 23 000 € pour l'année 2021, il convient d'établir une convention d'objectifs et de moyens. Considérant que 6 associations sportives sont concernées par cette disposition, considérant que ces conventions sont conclues pour une durée de 1 an, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les conventions d'objectifs et de moyens à parvenir pour l'année 2021 entre la ville et les associations suivantes: Fontenay-Luçon Rugby Sud Vendée, Fontenay Karaté Shotokan, Handball Club Fontenaisien, Judo Kendo Club Fontenaisien, Sport Athlétique Fontenaisien et Vendée Fontenay Foot. Autorise M. le maire à signer les conventions annexées à la présente. Merci. Des questions sur cette délibération? Oui, Jackie. Effectivement, on retrouve parmi les 6 conventions proposées 5 qui avaient été rejetées dans les conseils. Alors effectivement, parmi les 5, il y en a 3 qui posent des questions. Je veux dire qu'en commission des sports, on a revu, analysé et complété les délibérations en question. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Les montants écrits correspondent à ce qui était voté. Il en apparaît une 6e qui n'était pas dans le conseil municipal de l'autre jour. Alors, je me souviens, mais très étonné, notre conseil municipal, pourtant il n'y avait pas de caractère. On m'avait répondu qu'ils n'étaient pas dans le cadre de 23 000 €. Or, après vérification, ils y sont. Donc c'est très bien que cette convention soit mise aujourd'hui. Alors lorsqu'on regarde cette convention, dans la partie subvention exceptionnelle, il apparaît notamment une somme de 2 500 € pour les 24 heures du karaté. Et puis lorsqu'on regarde les subventions dotées, on s'aperçoit qu'il y a aussi 2 500 € au niveau de transition, espace culturel et de congrès. Plus loin, afin d'enlever toute ambiguïté, ces deux sommes égales ne correspondent pas tout à fait à la même chose, je suppose. Enlevez-moi la note. Moi je pense avoir la réponse, mais bon. Sophie? Si, elle correspond. Ah non. En fait, non. Moi ce que je pense. Allez-y, dites tout ce que vous pensez. Non. Ce que vous avez sur le cœur. Non, c'est pas ça, mais autant
les chiffres correspondent à ce qu'on vote. Les 2500 € qui apparaissent dans la partie subvention exceptionnelle doivent correspondre à une aide aux frais engendrés par la manifestation. Les 2500 € de transition au CC, si je me souviens bien de ce qu'on m'a dit dans le conseil, c'est pour compenser l'allocation de l'espace culturel. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Parce que si on considère que c'est la même chose, ça ne va plus. Donc autant considérer que ce n'est pas la même chose. D'accord? Et la question que je vous posais, c'était est-ce que ces 2500 € de transition SCC doivent figurer dans la convention ou pas? Juridiquement parlant, je ne sais pas, mais je suis pas un spécialiste. On me confirme que oui. Donc il faudra les rajouter. Parce qu'ils ne sont pas écrits dans la convention. Ah oui. Non, c'est. Les 2500, parce que l'ambiguïté, c'est que c'est la même somme. Donc on pourrait penser que c'est la même chose, mais non, c'est pas la même chose. Moi, je comprends pas votre remarque parce qu'il y a bien deux fois 2500 €. Il y en a une qui est pour l'aide à l'encadrement et 2500 € dans le cadre de l'édition des 24 heures du karaté. D'accord. Et c'est en plus. Oui, non, mais d'accord. Oui. Mais c'est que si vous reprenez dans le budget, dans ce qui a été voté, la transition espace culturel, il y a aussi des 1500 € qui apparaissent. Et on m'avait dit dans le conseil que ces 2500 € correspondaient à une compensation de la location de l'espace culturel. Oui, mais c'est bien ça. Donc, en fait, si vous prenez dans la convention, vous avez un total de 11 190 €, mais dans ces 11 190 €, il n'y a pas les 2500 € correspondant à l'allocation de la salle. D'où ma question, est-ce qu'il faut les rajouter dans la convention ou pas? C'est ceux qui sont dans la convention, monsieur Bertrand. Mais non. Ah, mais si. Ah, ben alors d'accord, alors, écoutez, s'ils sont dans la convention, il y a un problème, parce que dans le budget, ils apparaissent dans les 11 190, ils apparaissent aussi dans une autre ligne. Donc ça va plus. Ah non, non, mais. Attendez, M. Niveau, je laisse. Non, mais c'est pas difficile à comprendre. Moi, j'ai l'impression. Oui, mais il faut répondre. Il y a deux fois 2500 €. Non, non, je ne parle pas de la convention, je parle pas de la convention. Dans le montant de la subvention. C'est dans le budget de transition SCC, moi j'avais dit, il y a 2500 €. Voilà. On ne va quand même pas annuler cette élection, non, non, quand même. Monsieur Bertrand, on va regarder, on fera un retour. Si vous voulez. Non, c'est pas une histoire à regarder, c'est de dire, moi ce que je proposerais, quand je disais qu'on était dans une opposition constructive, c'est bien le cas, hein. Moi ce que je vous propose, c'est que ces 2500 de transition SCC, qui correspondent à compenser le loyer, c'est bien ça. On les rajoute dans la convention et ensuite ça pourrait être voté. Parce que si vous prenez le budget, ce qui est prévu pour le karaté, c'est 11 190 plus 2500. Ça suffit à regarder les lignes. Hein. Je vous m'en donne pas ça. Ce que je propose, qu'on regarde, je vous propose qu'on laisse la parole à Mme Légeron pour la délibération suivante, et on revient sur celle-ci dès que... Non, mais vous pouvez avancer si vous voulez, mais il n'y a pas de problème. Je vous propose qu'on fasse la délibération. Vous savez, juste sur cette dimension-là, alors, vous pouvez, enfin, ça me paraît difficile par rapport à l'objet des conventions d'objectifs. Effectivement, moi je serais pour la séparation des 2500. C'est-à-dire que c'est une autre opération, l'opération par rapport à la réservation de la salle de René Cassin. C'est d'ailleurs plus plausible par rapport à toutes et aux critères qu'il pourrait y avoir, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a des formes qui se font. C'est-à-dire d'un côté, on fait l'allocation, puis de l'autre côté, on attribue une subvention. Mais ça serait beaucoup plus clair, effectivement, pour toutes les associations, et qu'on ait aussi des critères par rapport à cette question-là. Au moins, on y verrait peut-être un peu de transparence. Moi, j'avais une autre question, c'est peut-être que pendant ce temps-là, effectivement,
vous pouvez y réfléchir. Quand on regarde toutes les conventions d'objectifs telles qu'elles sont faites, il y a des aides directes et indirectes, et puis parfois quelques règles, des subventions exceptionnelles. Il y en a une qui a attiré mon attention, c'est celle pour le rugby, d'un montant de 12 130 €, qui est octroyé dans le cadre de la promotion du rugby sur le territoire. Je me demandais si beaucoup d'autres clubs ne faisaient pas aussi la promotion de leur sport sur le territoire et quels étaient les critères de cette subvention, d'autant qu'on nous a mis dans le dossier du Conseil, à la vue de cette convention, un certain nombre d'interventions ou de séances d'intervention dans, je vais dire, dans des choses qui sont effectivement en dehors de notre territoire, Montournai, Montcireille, le Champ de Saint-Père, Toircé-Boudroux, Réaumur, ainsi de suite. Voilà. Et donc, Jacques-sur-Mer, et j'en passe. Donc, quels sont les critères de cette subvention exceptionnelle de promotion du rugby sur le territoire? Et j'aurais tendance à dire quels sont les critères de promotion de tel ou tel sport sur le territoire, et pourquoi d'autres associations sportives qui peuvent aussi porter leur sport sur le territoire ne bénéficient pas de cette subvention dite exceptionnelle. Pour répondre, M. Fourage, donc effectivement, comme vous l'avez souligné, le club de rugby intervient dans différents établissements scolaires. Ils n'ont pas d'aide de qui que ce soit, contrairement à d'autres associations. Si on peut les nommer, il y a le foot ou le judo. Le judo, je pense que vous le savez, a une aide assez importante de la part de la ville pour le salaire de leurs salariés. Alors effectivement, ils interviennent également dans des établissements, mais eux, ils ont une aide. Si on reprend le club de foot, ils ont également des interventions au sein de différents établissements. Ils ont également des aides de la part du district ou autre. Le rugby, ce n'est pas le cas. Le rugby est un club, je pourrais dire un petit peu seul dans la région, parce qu'il n'y a pas beaucoup de clubs de rugby. Voilà, l'objectif, il est effectivement d'essayer de faire venir de nouveaux adhérents dans leur club. Nous avons souhaité les aider pour cela. Ça veut dire clairement qu'on finance des interventions du rugby où on prend part aux interventions du club de rugby dans des communes hors de notre territoire. C'est ça que ça veut dire dans votre esprit. Quand je vois, vous avez évoqué qu'effectivement ils faisaient des interventions autres, la main gorgère, c'est pas chez nous, c'est même pas dans la communauté de communes. Vous avez évoqué le district qui est la communauté de communes, et ça c'est une autre histoire. Je ne comprends pas dans ces cas-là. Je ne comprends pas, et je vous ai posé une question précise, quels sont les critères qui ont amené à une somme qui est relativement bien déterminée, puisque c'est 12 130 €. Donc il doit y avoir quelques critères qui ont convenu à cette dimension-là. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment on fait par rapport aux autres. Vous avez parlé du football et du judo. Alors, mettons la question du judo différemment, puisque vous avez dit qu'on devait savoir. Effectivement, la question du judo, vous savez très bien, tout le monde le sait, que c'est la fin de l'Office municipal des sports et un certain nombre d'accords qu'il y avait eu à l'époque avec le judo. Enfin, je pense que M. Bertin le sait aussi bien que moi, et c'est très bien que c'est la parole de la ville qui a été maintenue de municipalité en municipalité, donc pour le coup, on ne peut que s'en honorer, je crois. Mais on ne peut pas mettre cette dimension-là du judo au même titre que la promotion du territoire, parce que pour le coup, le judo ou le kendo a une promotion de la ville de Fontaine-Comte, bien au-delà de Fontaine, c'est moins qu'on puisse dire. Et on pourrait se poser la question, pourquoi le karaté n'a pas cette subvention dite promotion du territoire, puisqu'il porte aussi le territoire bien au-delà de notre ville. Donc ma question elle est simple, quels sont les critères qui ont conduit aujourd'hui comme ça, alors qu'on ne l'avait jamais eu jusqu'à maintenant, qui ont conduit cette subvention exceptionnelle avec comme libellé la promotion du rugby sur le territoire. Autrement dit, pourquoi? Donc il n'y a pas de critères particuliers. Nous avons, comme je l'ai déjà souligné, souhaité aider ce club qui, je le rappelle, est le seul à intervenir dans les écoles primaires, dans toutes les écoles de Fontenay-le-Comte, mais également effectivement, comme vous
souligné dans des écoles en dehors de la ville. Voilà. Et pourquoi 12 130 € dans ces cas-là? Et pourquoi pas les autres? Alors, vous savez, on évoque, enfin je veux dire qu'on doit traiter, et c'est le sens même de l'action des élus, une dimension d'intérêt général. Et on doit traiter l'ensemble des associations de la même manière, avec une objectivation des critères. Si vous me dites qu'il n'y a pas de critères, moi je dis qu'à ce moment-là, on n'est plus dans les critères, on n'est plus dans l'objectivité, on est dans l'arbitraire. Ce qui est quand même relativement gênant. Relativement gênant. Donc moi, je souhaiterais que non seulement on sorte de l'arbitraire, mais que si cette question-là, elle est valable pour le rugby, elle doit être valable à ce moment-là pour les autres clubs au même titre et dans des critères transparents. Sinon, vous savez quoi? Comme vous le dites fort bien, Madame Dabin, comme vous le dites fort bien, nous avons souhaité, mais vous avez souhaité sur quoi? Moi, je veux bien vous suivre dans tout ce que vous voulez, mais en tout cas, je veux savoir pourquoi. Et je veux savoir pourquoi eux et pas les autres. Alors, vous savez que le rugby, il y a 2 ans, était à un niveau supérieur. Ils avaient une subvention de l'ordre de 25 000 €. On a aussi voulu les accompagner, parce que malheureusement, ils sont descendus du niveau. On a aussi voulu les accompagner. Vous savez qu'aujourd'hui, on essaie d'être précis par rapport aux associations, et on essaie d'aider les associations qui ont le rayonnement pour la ville, c'est ce qu'on fait là. Je voulais préciser aussi, et dans un souci de transparence, on est en train de revoir tous les critères de subvention, parce que les critères de subvention, ils datent d'il y a pas mal d'années, une vingtaine d'années je crois. Aujourd'hui, ils ne correspondent plus du tout au niveau actuel du niveau des sports et des sports actuellement à Fontenay. Et aujourd'hui, on est en train de tout remettre un peu sur la table, donc avec le groupe de travail qui fait partie de la commission sport. Et ce sera à nous de trouver aussi le juste milieu pour les clubs par rapport au rayonnement pour la ville, par rapport au rayonnement extérieur, par rapport aux jeunes, par rapport aux implications des clubs. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler là-dessus pour que justement les critères correspondent exactement à l'activité des clubs. Et pour répondre à la question, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le club de rugby, si la ville n'intervient pas, sera en grosse difficulté. Il avait un certain niveau. Aujourd'hui, il y a des intervenants qui interviennent dans les écoles. Les intervenants se bougent aussi pour faire connaître le rugby, sur le territoire. Donc voilà notre intervention et notre responsabilité par rapport à cela. Monsieur Minier, vous me permettrez de considérer que quand le foot a descendu, et en fait on est en train de parler des subventions de haut niveau quelque part, je pense qu'il faut le dire très clairement, on est sur le précis, c'est ce que vous êtes en train, en tout cas c'est l'argument que vous avez objecté, qui était l'argument de dire, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que le rugby a descendu il y a 2 ans. Donc c'est vous-même qui avez utilisé cet argument d'entrée de votre propos. Donc, on est bien sur des subventions, à ce moment-là, qu'on pourrait qualifier de haut niveau, mais vous venez de donner un élément nouveau, et cet élément nouveau, il est de dire, nous avons souhaité l'aider parce qu'il était dans une situation financière difficile. Ce qui n'est pas la même chose que la question de la promotion du territoire. Je rappelle juste que si c'est sur la promotion du territoire, j'émets beaucoup de réserves, et je pense qu'il faut à ce moment-là libeller d'une autre manière. Pas sur la promotion du territoire, parce qu'auquel cas, tout le monde peut y prétendre, ou en tout cas, quand bien même vous révisez, vous avez fait un groupe de travail sur la révision des critères, il y a des critères qui existent aujourd'hui, et ils sont applicables. Alors, que vous vouliez aider le rugby, qu'il faille aider le rugby, comme on a aidé le foot il y a quelques années, on peut l'entendre, mais pas sur des prétextes qui prêtent à discussion de cette manière-là. Donc moi, j'invite à ce moment-là à ce que l'on revoie la convention en disant subvention exceptionnelle du rugby compte tenu des difficultés financières de ce club. Et ça me paraîtrait beaucoup plus juste et beaucoup plus objectivable, et en tout cas pour les élus, ça leur permettrait de faire effectivement une analyse différenciée par rapport à d'autres clubs, parce qu'autrement, demain, tous ceux qui font de la promotion de leur sport sur le territoire et qui vont aller travailler dans les écoles, ce qui est assez truculent par rapport à la question des taxes, par rapport à avant, eh bien, vont être en mesure de pouvoir vous poser de vous faire la même demande. De la même manière. Monsieur Forin, je me permets juste de compléter, parce que je ne sais pas si, peut-être faut plus appuyer.
Ces 12 000 et quelques euros de subvention au club de rugby sont pour les soutenir, bien entendu, mais surtout pour supporter les frais de l'intervenant Christophe Voisin, qui intervient dans toutes les écoles primaires de Fontenay au niveau des CE2. Que Christophe Voisin intervienne dans d'autres communes, c'est fort possible, et à ce moment-là, les frais sont supportés par le club de rugby. Et la subvention que nous attribuons, elle est bien pour subventionner les interventions de ce club dans les écoles primaires de Fontenay. Et c'est bien le seul club de Fontenay-le-Comte qui intervient dans les écoles primaires. Les 3 autres clubs cités interviennent à part égale, foot, judo, rugby, dans les collèges et lycées. C'est autre chose, mais c'est le seul et unique club qui intervient dans les écoles primaires. Je ne sais pas si ça répond un petit peu plus à vos interrogations. Monsieur Bertin. Oui, non, tout simplement. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des critères dans les subventions de fonctionnement et dans les subventions au niveau. Les connaître, ils sont vieux, on va les relooker. Par contre, c'est vrai que dans les subventions exceptionnelles, il faudrait mettre aussi en place des critères. Parce que les interventions, notamment dans les écoles, etc., s'il y avait des critères, ça serait au prorata d'une certaine somme, et il n'y aurait pas les ambiguïtés qui sont soulevées ce soir. Voilà. Donc la nécessité aussi, dans cette partie-là, de mettre en place des règles. Oui, non, je partage ça juste pour clôturer sur cette délibération, parce que je propose qu'on avance. Plein de choses ont été dites et sont intéressantes, et je pense qu'elles se rejoignent finalement toutes. Je pense que ce qui est important ce soir, c'est de délibérer pour ne pas fragiliser les clubs, parce qu'on a déjà retardé. Et franchement, si les clubs n'ont pas besoin d'être fragilisés en ce moment, c'est bien l'urgence. En revanche, vous le savez, on l'a déjà dit, je ne vais pas vous répéter, mais il y a un travail avec un groupe de travail pour effectivement avancer sur le toilettage de ces subventions qui datent depuis un certain nombre d'années et sur des critères. Évidemment, je vous invite tous à y participer au sein de la commission et du groupe de travail. Et en même temps, vous le savez, parce que c'est important, et on le voit, et c'est valable ce que disait M. Fourage sur le sport de haut niveau aussi, et sur le rayonnement du territoire, en tout cas moi je le souhaite, on met en place, je ne sais pas où ça en est, mais je sais qu'on peut être en consultation pour engager le projet sportif de territoire à la communauté de communes, puisqu'on voit bien que ces plus gros clubs, aujourd'hui la ville ne peut plus supporter toute seule ces clubs qui ont besoin aussi de se développer. Et donc, moi je souhaite en tout cas que la communauté puisse intervenir pour les aider, mais selon des modalités, selon des critères. Là aussi, il faudra définir ensemble avec les délégués communautaires. Donc ce travail, il va se faire, il va s'entamer. Voilà, il va nous demander un peu de temps. Donc voilà, moi je vous invite ce soir à délibérer, même si c'est pas parfait, même si j'entends effectivement qu'on peut supposer un certain nombre d'imperfections. Elles étaient déjà probablement pas très bonnes non plus avant, donc c'est pas nouveau. C'est pas pour ça que c'est bien. Mais je vous invite à ne pas fragiliser les clubs ce soir et en tout cas à délibérer dans ce sens si vous en êtes d'accord. Monsieur le maire, si vous permettez, moi je veux bien. Encore une fois, on a dit qu'on était d'accord pour aider et prendre la situation. Mais Madame Rouault, votre interpellation ne peut pas nous satisfaire si demain vous avez un club. Vous êtes en train de dire que c'est le seul club qui intervient parce qu'il a un intervenant qui va dans les écoles de notre ville. Ça veut dire que demain, par rapport à ce que vous venez de dire, il y a n'importe quel club fontaisien qui va faire des interventions dans les écoles. Vous prenez ou vous ne prenez pas? Vous prenez en compte ou vous ne prenez pas en compte? Parce que c'est ça la question. Madame ne peut pas répondre ce soir, ça se décide comme ça sans ma conseil municipal. Mais si vous ne prenez pas... Non, mais comme l'a dit Monsieur le maire, c'est quelque chose qu'il faut qu'on applique. C'est quelque chose qui se fait depuis très peu de temps, c'est récent. Je pense que... Non, mais les interventions dans les écoles des clubs, ça remonte très longtemps. Non, pas sous forme de table. Là, comme ça se fait avec le club de rugby, c'est très récent. Oui, mais donc ça veut dire que... Donc ça mérite réflexion et ça mérite d'affiner les conventions. Je suis d'accord avec M. Bertin, il faut réfléchir. On a un devoir, c'est de traiter les clubs de la même manière. C'est de traiter dans les mêmes conditions. Dès lors que vous dites que c'est pour prendre en compte cette dimension-là, demain, le club qui vous fait cette demande, vous ne pourrez pas le refuser, ou alors vous aurez une rupture d'égalité des clubs devant les subventions de la municipalité. Donc moi je vous propose, pour éviter ce problème-là, je vous propose de dire subvention exceptionnelle d'un montant de 12 130 €, celle-ci est octroyée dans le cadre des conditions financières
ou du budget du rugby, ou des conditions, elle est octroyée en prenant en compte les conditions budgétaires du club. C'est quand même autre chose, et vous évitez tous les problèmes. Parce que nous, autrement, on ne peut pas se satisfaire de ça. C'est pas possible. Je partage. Moi, je pense que là-dessus, M. Fourage a absolument raison. Ça va forcément créer un précédent. Il faut que ça soit libellé de façon claire et précise pour éviter qu'effectivement d'autres clubs puissent prétendre à des subventions équivalentes. C'est pas le montant, c'est la façon dont l'explication du pourquoi de ce montant-là. Je pense que vraiment il faut l'encadrer parce que sinon on va se prendre un retour, clairement. Ça, je pense qu'il faut être super vigilant là-dessus et ça serait logique que les autres clubs prétendent à la même chose. Je suis plutôt d'accord. Après, je réinsiste pour dire que c'est très récent. En tout cas, l'intervention du club de rugby, que ça se fasse sous forme de tasse, c'est possible, mais vraiment une prestation d'un éducateur d'un club dans une école primaire, je dirais que ça fait peut-être 2 ou 3 ans, pas plus. Donc, il faut qu'on réfléchisse pour ne pas se laisser submerger, je suis d'accord. Non, mettons en place des règles. Récent ou pas récent, c'est pas là aujourd'hui la question. Je pense qu'il faut évoquer la question la question financière du rugby, enfin du club, et de la prise en compte de la situation. Moi, on peut même le niveler dans une manière qui soit la plus intégrée possible. La subvention exceptionnelle d'un montant de 12 130 €, qui prend en compte la situation financière du club. Point. Ça ne va pas plus loin, et je vais vous dire, et on a là-dessus, à ce moment-là, on est tous d'accord. Je partage ce qu'il y a dit. Oui, non, mais sur le libellé de la subvention exceptionnelle, après, je ne suis pas sûr qu'il faille mettre au banc des accusés le club. Donc pour l'instant, on peut mettre une subvention exceptionnelle, ça reste un site exceptionnel. Voilà, je crois mieux qu'on ne mette pas effectivement le club particulièrement. Se libeller, c'est pas glorieux, même si on peut le savoir. Voilà, donc on met une subvention exceptionnelle, on sait qu'elle est exceptionnelle, on a le travail tous ensemble sur les critères d'attribution à faire pour l'année prochaine. Ça nous laisse un peu de temps, et en même temps on fragilise personne, parce que de toute façon personne n'est lésé. Il faut la justifier. Je suis désolé, vous êtes obligé de la justifier. Elle est bien justifiée déjà. Monsieur le maire, dans l'histoire du sport quotidien, il est arrivé à un moment donné qu'on aide un club parce que justement financièrement c'était sa survie qui était en jeu. Je pense que tout le monde autour de cette table verra. On en connaît quelques-uns. Qui on pense. Donc, moi je suis d'accord, on précise dans la convention que compte tenu de la situation financière du club, eh bien on accorde cette subvention pour justement aider. Moi je ne vois pas quelque chose de choquant. C'est vrai que ce club, il a une action au niveau scolaire, mais là encore, il nous faudra voir de près comment ce genre d'action doit être pris en compte. Ça, c'est pas une fini. Excuse-moi. Et je reviens au club de karaté. Moi, je propose qu'on rajoute la ligne. Oui, ça on va le faire. Ah, c'est bien ça. Oui, on va le rajouter. De toute façon, c'est obligé, donc c'est pas un problème. Oui, madame Damal, j'ai pas fait. Non, mais on va rajouter les 2500, qu'on va intituler d'ailleurs sur une participation pour la salle. Donc ça va être identifié, ça va être bien mis à part. On a vu ça, c'est bon. Donc il n'y a pas de souci. Ça marche. Je dis simplement que vous êtes obligé de justifier. Et il ne s'agit pas de montrer du doigt, il s'agit simplement, et c'est notre responsabilité collective en tant que conseil municipal, de prendre en compte une situation particulière que l'on peut prendre en disant, compte tenu de la situation financière du club, je vais vous dire, 12 130 €, et M. Bertin faisait référence à quelques événements auparavant, il y a quelques années, je peux vous garantir que ça n'a rien à voir, ça n'a strictement rien à voir. Et de toute façon, le débat étant public, la question financière, elle a été exposée aujourd'hui, donc, mais on travaille aussi pour dire les choses telles qu'elles sont, mais pour qu'il n'y ait pas aussi juridiquement de faille quelque part. Et si vous ne justifiez pas, parce que je vous rappelle qu'en plus dans une convention, vous êtes obligé de justifier le pourquoi de votre subvention, si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver dans un problème encore plus important. Donc moi je propose une subvention exceptionnelle d'un montant de 12 130 € compte tenu de la situation financière du club. Point. Monsieur Fourage, personnellement, je ne suis pas d'accord parce que, effectivement, M. Minier vous a parlé des
d'éventuels... Enfin, il y a d'autres clubs qui sont fragilisés financièrement en ce moment. Nous avions effectivement décidé de reporter les subventions qui avaient été versées l'année dernière, en 2020. C'est un soutien effectivement de la ville, mais ce n'est pas que pour le rugby, c'est également pour les autres. Comme on vient de vous dire, la subvention exceptionnelle, elle est demandée pour, comme on vous a dit, l'aide, le soutien à l'association au vu des interventions au sein des écoles. Il y a également des projets de tournois au club. Voilà. On fait exactement la même chose qu'avec, par exemple, le Grand Défense du foot qui nous a fait une demande de subvention exceptionnelle. Elle est motivée par des projets qui vont avoir lieu en 2021. Le rugby, c'est exactement la même chose. Les 12 000 € ne sont pas forcément parce qu'ils ont besoin d'argent, ce n'était pas leur demande. C'est simplement, on sait qu'ils sont tous fragilisés. Il y a des interventions et il y a des projets qui sont fléchés sur 2021. C'est une demande exceptionnelle. Nous souhaitons participer à ces projets qui sont exceptionnels. Il n'y a pas d'autre débat, je suis désolée. Dans les ce que je proposerais, c'est que tout le monde s'y retrouve et de peut-être pas enlever pour cette année la ligne à laquelle vous tenez pour à cœur Madame Roux, mais de rajouter aussi, compte tenu de la situation financière du club. Je ne vois pas où est le problème de rajouter cette ligne. Personnellement. Et on met les deux par contre. Mais oui, voilà, comme ça tout le monde savait. Non, mais je veux dire, c'est le compromis. Moi, je veux bien, mais juste, j'attire votre attention. La dimension et sur le plan juridique ne tiendra pas face à une association qui va vous demander, ne tiendra pas. Je vous le dis très clairement. Mais je ne comprends pas quand Mme Dabin me dit que c'est une situation nouvelle et que Mme Gros me dit que c'est une situation qui date depuis 2 ou 3 ans. Donc, moi je ne sais pas, mais je vais vous dire, je ne sais pas quel est l'état des discussions que vous avez pu avoir avec le rugby. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, alors que la formulation est la plus diplomatique possible, pourquoi vous ne la prenez pas. Si vous mettez les deux, Jacques, je suis désolé, si vous mettez les deux, vous risquez, vous ne réglez pas la question juridique. C'est tout, vous ne la réglez pas. Donc, elle est, à mon sens, elle versera dans le fruit, parce que comme le disait Mme Veracrio, il peut y avoir des gens qui vont s'engouffrer dans le système, et c'est évident. Et comment vous allez leur dire qu'ils ne font pas de la promotion du territoire parce qu'ils ont essayé d'aller faire des animations dans les écoles? Ben, ça va être compliqué. Hein. Et par rapport, et je suis désolé, Madame Damin, quand vous justifiez la subvention exceptionnelle, les écrits ont un sens. Cette subvention exceptionnelle, elle est justifiée sur la promotion du rugby sur le territoire, ce qui n'est pas tout à fait la réalité. Et vous vous êtes contredit tout à l'heure. M. Millet dit qu'il y a des difficultés financières et vous dites qu'ils n'en ont pas besoin. Moi, je suis désolé, je veux bien tout entendre, mais pas tout et son contraire. Donc, franchement, je ne comprends pas pourquoi il y a ce blocage. Et que donc, je réitère les choses, une subvention à montant de 12 130 € pour tenir compte de la situation financière du club et de son engagement, si vous préférez, on peut le mettre comme ça, et de son engagement sur le territoire. Si vous préférez, mais ce n'est pas la même chose. Ce qui revient un peu près au même. Donc, oui, mais de son engagement. Et on voilà. Si tout le monde est d'accord avec cette phrase, je vous propose. Voilà, ça convient à tout le monde. Très bien. Merci, pardon. Je propose donc de passer au vote. Pardon ? J'avais autant parlé de sport. Qui est contre, je propose qu'on passe au vote. Donc, qui est contre ces délibérations avec le changement évoqué à l'instant? Pour? Vous êtes pour? Rapport adopté. Je propose de passer à la dernière délibération qui concerne la convention tripartite Ville, CAF et Audace 2020-2023 dans relatif aux aides directes et indirectes. Madame Région. La ville de Fontenay, la CAF et l'Audace ont signé une convention tripartite le 24 février 2020
nommé contrat de projet partagé. Ce contrat permet d'établir de façon concertée des objectifs et des missions visant à la réalisation d'actions portées par l'audace et élaborées dans le cadre de leur projet social. La dernière convention tripartite Ville-CAF-Audace a été signée pour 4 ans, pour la période 2020-2023. L'article 8 de cette convention indique les modalités d'attribution de la subvention versée par la ville à l'audace. Chaque année, excepté l'année de la signature de la convention, un avenant reprécise le montant de la subvention votée, les échéances de versement et la valorisation des aides indirectes. Alors, au vu de la délibération du Conseil municipal du 26 novembre 2019 et au vu de la délibération du Conseil municipal du 17 décembre 2020, considérant la nécessité d'établir un avenant qui précise chaque année le montant de la nouvelle subvention, ses modalités de versement et la valorisation des aides indirectes, il est proposé au Conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 1 à la Convention tripartite 2020-2023, contrat de projet partagé, en annexe fixant le montant et les modalités de versement des aides directes attribuées à l'audace par la ville pour l'exercice 2021 et la valorisation des aides indirectes pour l'année 2020 et d'autoriser Monsieur le maire à signer cet avenant. Merci, Madame Léjon. Vous avez des questions sur cette convention tripartite? Je propose donc de passer au vote. Les contre? S'abstient? Merci. Donc, rapport adopté. Voilà, on en a fini pour le conseil. J'avais, Madame Léjon, peut-être qu'il y avait une question orale de Monsieur Mettet. Madame Léjon, vous vouliez apporter une réponse, je pense, concernant le CCS. Je peux peut-être la lire? Ah oui, pardon, excusez-moi, monsieur. Pardon. Allez-y, Alors, lors du conseil d'administration du CCS le 28 janvier 2021, était évoqué le compte administratif 2020. Une question sur le compte 656, frais de fonctionnement des groupes d'élus, a été posée, mais n'a obtenu aucune réponse. Dans un souci de transparence, il nous apparaît nécessaire d'obtenir une réponse à cette question. Ce compte a été budgété en 2020 pour 18 000 euros. 6 650,19 euros ont été dépensés. Notre question est donc la suivante. À quoi correspondent ces dépenses d'un montant de 6 650 euros et 19 centimes? Pour quelle utilisation? Très bien. Alors en fait, vous allez voir que quand je vais vous donner l'explication, on a tous lu la même chose sur l'écran qui est exposé. Alors effectivement, ce compte est très mal nommé puisque frais de fonctionnement des groupes d'élus et l'article 6561, sur lequel est ventilée cette somme, frais de personnel. Alors en fait, quand on reprend ce budget et qu'on regarde l'annexe 4, présentation croisée par fonction vue d'ensemble, on retrouve effectivement le même compte et le même article. Mais là, cette fois-ci, c'est ventilé et ça se trouve dans la colonne intervention sociale et santé. Alors, ce compte, donc il est dans le chapitre 65, autres charges et gestion courante. Donc ça concerne les secours, c'est-à-dire, en l'occurrence, les bons carburants, les bons sandwichs, les cartes piscine, le permis jeune, donc avec les commissions qu'on fait au CCS, et les secours CCS, c'est-à-dire les secours exceptionnels quand les personnes ont besoin qu'on les aide financièrement pour régler quelques factures en retard. Voilà en quoi ça consistait. Effectivement, ce compte est très mal nommé. J'ai regardé dans le budget 2021, on garde le même chapitre, le chapitre qui s'appelle Autres charges de gestion courante. Le compte, c'est toujours 656, il portera toujours le même nom. Frais de fonctionnement des groupes élus. Cependant, l'article 6561 s'appellera dorénavant
secours d'urgence. Donc la somme qui était mentionnée correspondait aux bons carburants qui ont été délivrés, aux bons sandwichs, aux cartes piscine, à l'aide au permis de conduire et au secours exceptionnel. Merci. Excusez-moi, sur le budget 2021, parce que donc cette ligne existe tout le temps mais est à zéro, et le 656 frais de fonctionnement des groupes d'élus est bien dans le budget, mais il y a 0 € de crédit ouvert, mais je ne vois pas où est le secours. 2 lignes au-dessus, monsieur. Juste 2 lignes au-dessus. Secours d'urgence, 6561. Excusez-moi, je ne vois pas sur mon livre. Oui. Est-ce que vous voyez le chapitre 65 ? Oui. Oui. Et juste en dessous, 6541, 6561. Secours d'urgence. Page 15. Très bien. Merci. Madame Léjean, monsieur. Peut-être. Bon. Oui, merci. Très bien. Juste pour terminer, mes chers collègues, juste un petit mot. Comme certains d'entre vous le savent, sûrement, je tiens avant de terminer ce conseil à vous dire quelques mots sur ma situation personnelle. Sans trahir de secret, j'ai été déclaré positif au coronavirus le vendredi 22 janvier à la mi-journée. Aussitôt, conformément aux préconisations sanitaires, je me suis mis à l'isolement à mon domicile pendant 10 jours et j'ai bien évidemment demandé à ce que soient contactés toutes celles et tous ceux que j'avais rencontrés dans la semaine précédente. Je ne vous dirai pas que j'ai passé une excellente semaine. Je vous avoue, avoir connu des moments difficiles comme tant d'autres. À présent, je vais beaucoup mieux et je veux croire que le plus dur est derrière moi. Franchement, je ne souhaite à personne d'être touché par ce terrible virus. Ce qui m'amène à vous renouveler tous mes conseils de prudence. Faites bien attention, respectez les gestes barrières, redoublez de précautions. Notre mandat d'élu, comme toutes celles et tous ceux qui agissent au quotidien au service des autres, nous expose sûrement un petit peu plus. Malgré notre vigilance, chacun d'entre nous pouvons être amenés au quotidien, en fonction de circonstances particulières, à baisser la garde. Je veux préciser aussi que parmi les agents municipaux, mes proches collaborateurs ont immédiatement passé le jour même un premier test qui s'est révélé négatif. Puis un second 7 jours plus tard, lui aussi négatif. Je m'en félicite pour eux et c'est aussi un soulagement pour moi. Je vous informe également que notre centre de vaccination à l'espace culturel René Cassin poursuit sa campagne en fonction de la quantité de vaccins disponibles et que de nombreux primo-vaccinés vont prochainement recevoir leur seconde dose. Aujourd'hui, il est de notre responsabilité d'élus d'encourager une vaccination massive envers toutes celles et tous ceux qui souhaitent en bénéficier. J'en appelle de ce point de vue au service de l'État pour nous garantir un approvisionnement suffisant au regard de la demande. À Fontenay comme ailleurs, les personnes vulnérables sont nombreuses à vouloir se faire vacciner. Elles ont raison. C'est pour moi, comme pour beaucoup, la meilleure voie à suivre si nous voulons reprendre une vie normale au plus vite. La vie normale, elle paraît si loin. Rappelez-vous des plaisirs simples de la vie, sortir au restaurant, se réunir entre amis, faire du sport, se promener sans contrainte, profiter de la vie culturelle et associative. Tôt ou tard, nous y reviendrons et le plus tôt sera le mieux. Je veux enfin avoir une pensée amicale pour tous ceux qui souffrent dans leur chair des conséquences sur leur santé de cette effroyable pandémie, leur dire ma compassion, ma solidarité et leur souhaiter tous mes vœux de prompt rétablissement. Prenez soin de vous. Je vous remercie. Bonne fin de soirée.